Salut. Je sais pas trop quoi dire, là. Les photos sont juste incroyables. Sans farce, je comprends même pas ce que je vois. Je suis pas capable de te l'expliquer. Mais je sais qu'il y a pas de réseau ici, mais faut absolument que tu viennes jusqu'ici. Je t'invite. Viens-t'en, faut que tu le vois de tes propres yeux. Faut que tu vives l'extraordinaire. Ça, ce message-là, c'est ce qui m'a donné le coup d'envoi pour aller visiter la Haute-Mauricie en moto. J'ai toujours été fasciné par les histoires extraordinaires, m'aventurer à la rencontre de l'étrange, ou tout simplement me laisser absorber par le hasard. Voilà pourquoi je vous invite à me suivre, afin de vous démontrer que c'est pas si pire que ça, être à côté de la traque. Avant d'aller plus loin, je trouvais ça vraiment important de vous expliquer pourquoi je me suis lancé là-dedans. C'est simple. Dans la vie, j'ai 3 passions. Le mystère, la moto et la vidéo. Il est évident que j'avais le goût d'inspirer les gens, de leur démontrer jusqu'à quel point la Mauricie c'est magnifique, c'est grand, c'est vaste. Il n'y a presque pas de limite à l'exploration. Tout ce que ça te prend, c'est de l'organisation et du temps. Et puis après ça, laisse-toi émerveiller par les moments, parce qu'ici, tout est possible. Et quand je dis tout est possible, même l'extraordinaire prend sens. Cela dit, je vais revenir un petit peu plus sérieux. Je vais vous amener à mon point de départ. Voyez ici sur la map le tracé en vert à droite. Ben, c'est tout le chemin qu'on va parcourir ensemble. Puis comme tout bon voyage, ben, il y a toujours un point de départ. Et puis le mien, j'ai décidé que c'était Sainte-Thècle. J'en dis pas plus. Suivez-moi, on part ensemble. Avant de partir de Trois-Rivières, direction Sainte-Thècle, j'avais pris 2-3 minutes pour appeler un de mes amis, Alexandre Dosti, un vieux collaborateur. Au téléphone, j'avais fait un deal. Ça ressemblait un peu à ça. J'avais dit « Alex, prépare-toi, je m'en vais dans le bois. Je t'amène des images, puis toi, ben, amène-moi ta poésie. » S'enfoncer dans le bois, c'est comme prendre un grand respire pour le retenir. C'est une plongée dans l'inconnu. On dirait que le fil du temps, il s'élargit. Il prend de la dimension. Tu sors de ta tête pour t'accoupler à quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose d'entier dans le fait de s'abandonner à la forêt, à son ventre infini, au souffle du vent qui passe entre les arbres, puis les branches, puis les feuilles, puis les brins de foin. Moi, c'est ce que je retiens de mes longues rides dans le bois, avec le ronron de la moto en background que tu finis par oublier. Cette communion-là, avec un calme qui m'appartient, puis qui va continuer bien longtemps après que je sois plus là. Le bois m'ordonne ça. La solitude, c'est le véhicule, l'extension de la moto. De toute façon, on peut pas s'asseoir à deux là-dessus. Mekinac, c'est vaste, c'est mystérieux, c'est tranquille. Je suis quasiment gêné de me promener ici avec un moteur. J'ai l'impression de rentrer dans la cuisine du bois. Faut rouler avec respect. Faut rouler avec vigilance aussi. La forêt, ça pardonne pas. Malgré ça, Mekinac, ça reste un paradis sur Terre. Un secret tellement bien gardé. Quand j'étais petit, je prenais le train, Sainte-Terre, direction Shawinigan. Au travers de la vitre, je pouvais reconnaître des petits villages. Dans ma petite tête d'enfant, je pensais que j'étais dans le coin du Yukon ou l'Alaska. En vieillissant, je me suis rendu compte que je pouvais atteindre ces villages-là par des chemins forestiers. C'est ce qui m'a donné envie de venir ici, dans ce coin-là. Le prochain village où je m'en vais, ça s'appelle Donny. Je me demandais c'était qui pouvait bien vivre ici. Je les trouvais chanceux, puis en même temps, il y avait l'angoisse qui rentrait en dedans de moi, puis qui me disait « c'est loin le DEP ». En fait, ça, c'était des petites angoisses de banlieusards. Parce que le monde ici, ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Ils ont tout déjà autour d'eux autres.
À commencer par le lac Mikinak, le Cap à l'Aigle. Toute cette belle nature-là nous montre jusqu'à quel point c'est hallucinant, ce coin-là. Et il y a des revers aussi. Le bois peut finir par t'avaler n'importe quand. À chaque fois que je passe dans ce coin-là, je m'arrête à un endroit. Je me créerais ces grandes routes, avec ces croix blanches qui traînent un peu partout, en nous rappelant les noms des personnes disparues. Chaque accident a son histoire. Ici, c'est plus que ça. C'est du recueillement. Les gens se connaissent pas, mais tout le monde s'arrête. Il y a quelque chose d'attractif. Par un heureux hasard, le matin de ce tournage-là, j'ai rencontré les 2 parents, les créateurs de cette halte-là. Ils m'ont invité dans leur maison. J'y retournais de bord, parce que leur maison était à damner. C'était la première fois que je pouvais m'y arrêter. Enfin, briser le mystère. Je vous laisse sur leur témoignage. Bonjour, M. Lapointe. Merci de m'avoir invité. En me rendant ici avec vous, vous m'aviez dit que vous aviez été témoin de l'étrange face à l'histoire de votre fils. Est-ce que vous pouvez me le raconter? Bien sûr, c'était le 30 septembre 2015. Puis le soir, il revenait pas. Alors j'ai un appel de sa copine. Elle dit que Michael n'était pas revenu. Alors je suis parti à sa recherche. Je suis monté ici au chalet vers 10h, vers 22h, 22h30. Il faisait noir, tout était OK. Je m'en venais ici, j'étais sûr d'avoir Michael ici. Quand j'arrive au chalet, toutes les portes sont barrées. Puis en revenant sur le pont de la rivière du Milieu, où je venais juste de passer, il y a quelque chose, une sensation, une voix dans ma tête qui m'a dit « Arrête ici, arrête ici, arrête ici ». Puis là, j'étais comme troublé. J'ai dit « C'est quoi, là, arrête ici ». Là, je comprenais plus ce qui se passait. Alors, j'ai sorti. Alors, j'ai pris ma lampe de poche que j'avais dans le camion. Puis instinctivement, la première place que j'ai éclairée, c'est directement sur l'auto de mon garçon qui était dans le fond de l'eau, à côté du pont. Alors, c'est là que j'ai compris qu'il était décédé. Puis il y avait 2 petits garçons avec lui, 2 amis. Quand les secours sont allés, ils se sont aperçus que les 2 petits garçons avaient réussi à sortir. Puis ils avaient défoncé un chalet un peu plus loin, parce qu'au mois de septembre, c'était pas chaud, puis il était tout trempe, puis il y en a un qui était blessé. Le garçon qui était blessé dans le chalet, il serait mort le lendemain matin avant qu'on le trouve. Il fallait absolument déclencher les alertes le soir même. Donc, pour moi, c'est que Michael s'est occupé que les alertes soient déclenchées le soir même. Ça me donne l'impression que vous avez reçu un message de l'invisible. Est-ce que vous y croyez? J'y ai jamais cru. J'y ai jamais cru avant cette soirée-là. J'ai jamais cru que les fantômes existaient. On voyait ça seulement à la télévision. J'ai pas eu le choix d'y croire. Ça s'est passé dans ma tête, puis ça m'a parlé. Et raconte-moi comment ça s'est passé. T'as reçu une photo? Ouais, ben moi, en fait, je me suis levée le matin, puis le premier message que j'ai regardé sur mon téléphone, c'était une dame que je connaissais pas, qui m'a demandé « Bonjour, désolée de vous déranger, êtes-vous la sœur de Michael Lapointe? » Puis là, j'étais comme « Ben oui, là. » Tu sais, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Puis là, finalement, elle m'envoie un texte vraiment long pour me dire que, dans le fond, la veille, elle avait été avec ses enfants à la Croix-Amique, puis qu'il connaissait pas le petit gars, mais que par le biais de son décès, elle expliquait c'était quoi la vie puis la mort à ses enfants. Puis je trouvais ça vraiment beau. Puis elle dit « Moi, si j'étais pas sûre de ce que j'ai devant mes yeux, je t'aurais jamais envoyé la photo. Je crois pas à ça. » Mais elle dit « Là, c'est comme indéniable. » Puis elle m'a envoyé vraiment... En fait, il y a 2 photos, mais il y en a une qui est vraiment plus claire, qu'on voit vraiment la place. Les enfants sont assis là avec le père. Puis on voit vraiment comme une grosse silhouette blanche. Comme un peu de la fumée, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est précis, la silhouette. Là. Tu vois la tête, tu vois qu'il y a des bras, tu vois qu'il y a des jambes, des longues jambes, comme mon frère avait. C'est juste tellement beau. Puis le fait que ça soit à cet endroit-là, puis que ça soit aussi clair, j'ai pas peur de cette photo-là. J'ai pas eu comme un sentiment de frisson, de comme « Hi, mon Dieu, c'est weird ». Oui, c'est weird. Il y a rien de sombre. Tout est tellement clair, puis pâle, puis blanc, que tu sais, ça peut juste être la pureté, dans le fond, puis quelque chose de beau, là. Étant donné que c'est sur le chemin de notre chalet que ça s'est passé, on passe là à toutes les semaines. On a aménagé tout ce coin-là pour que tout ce qui passe de VTT dans la région, il en passe 150 à 200 par fin de semaine. C'est un endroit où les gens vont prendre le lunch, vont tout ça. Tous les gens que j'ai rencontrés là, ils disent nous, ça fait 5 ans qu'on vient ici, puis on se dit tout le temps, bon, on va aller prendre un lunch avec Mick. Mais quand je vais là, il me demande de raconter l'histoire, puis je raconte la même histoire que je viens de vous raconter là. Puis, dans le fond, ils croyaient que c'était de la vitesse et tout ça, mais les circonstances, c'était pas ça du tout. C'était un bête accident causé par une erreur, si tu veux. Un bête accident. Ça résonnait dans mon casque.
Ça se répétait. Fallait que je reste concentré. Sinon, peut-être que le hasard aurait fait que moi ici, un bête accident, arrête ma course comme ça, dans le bois, au milieu de tout, et puis en même temps, au milieu de rien. Je peux pas partir de même. Je me sens moi aussi comme dans une photo. J'avais l'impression que le temps s'était déformé autour de moi. Puis j'avais l'impression d'être dans un vieux Polaroid. Tout avait l'air figé, fixé dans le temps. Tous les objets, la matière m'attendaient. Donné, même si je décolle, on va se revoir. La saison est longue. Faut jamais oublier que dans le fond, ce qui te sépare du sol, c'est 2 anneaux de rubber avec des crampons qui arrachent, qui t'aident à avancer. Ça reste que le bois, c'est pas chez vous. Le bois, c'est à tout ce qui existe autour de toi. En dehors de ça, le reste, c'est le hasard. C'est le goût de l'aventure puis le vent qui te pousse. Si je veux pas finir en cold case, faut que je me rende au Lac-Édouard. Il me reste encore du chemin. On a l'impression qu'on est loin, mais on n'est pas si loin que ça. Parce qu'en passant par là, on finit par croiser une des plus belles routes de la Mauricie, celle qui longe l'ancienne colonne vertébrale de l'industrie forestière. Si jamais l'endormitoire te pogne, bien, on passe juste à côté de la tuque. Là-bas, tu peux y trouver absolument tout ce que tu veux. Mais en ce qui nous concerne, on va la contourner, pour l'instant. Le reste de la route, ben, c'est magnifique. Faut pas oublier, au kilomètre 150, faut tourner à droite. Je vous avertis, les gens d'ici appellent ça les montagnes russes. Soyez sans crainte, il n'y aura pas d'embuscade. Le seul pocheur de malheur, eh bien, c'est le hasard. Laissez-vous absorber, restez concentrés sur la route. Le paysage vous envahit tranquillement. La route se rétrécit, le temps se dilate. Le Lac-Édouard commence à apparaître. Même si je suis bien assis sur ma moto, je suis capable de m'imaginer 200 pieds dans les airs, en haut, en volant tranquillement. Ça a l'air si vaste, en même temps isolé puis mystérieux. Pas assez isolé pour pas être desservi. Il y a quand même le train, il y a du monde, des restaurants, il y a du gaz aussi, puis il y a des lieux pour aller se reposer. En me rendant ici, j'avais un but. Je voulais que le monde me raconte des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je m'étais fixé un rendez-vous en fin de journée, juste avant que la nuit vienne s'installer. Qui de mieux que de François Sébourbeau pour venir me raconter un témoignage d'une rencontre rapprochée d'un objet volant non identifié. Alors ici, s'est produit le 13 juillet 1974 une rencontre rapprochée de 2e type. Roger et Denis à bord d'une chaloupe. Ça donnait à la pêche et vers 22 heures, décident de lever l'ancre. Soudain, ils vont observer de 8 à 10 lumières extraordinairement puissantes, de couleur rouge et bleue, sur la base de la forêt. C'est très bas, là. Et ils vont s'exclamer en riant un peu, en disant « Ah, c'est drôle, il y a des jeunes gens avec des lampes torches qui semblent vouloir s'amuser en nous éclairant. » Les lumières au sol commencent à s'élever au-dessus de la canopée des arbres, à plus de 30 pieds au-dessus des arbres. Et très rapidement, cet objet-là de forme discoïdale, ils vont le constater à peine moins de 30 secondes, va se déplacer à une vitesse extraordinaire à la verticale de leur embarcation. Et 30 pieds plus haut, vont voir un objet immense de 50 à 60 pieds de diamètre qui va commencer à faire bouillir l'eau. Celui qui se trouve à la proue va paniquer complètement. Il va même se jeter à l'eau. Et Roger, lui dit, non, regarde bien, les ancres sont dans le bateau, maintenant, moi, je pars, évidemment, le hors-bord. Toi, tu t'accroches après l'embarcation. Et au moment de dire cela, l'objet à la verticale prend un peu d'altitude, une légère inclinaison, je vous dirais peut-être de 10 degrés, et se dirige par la suite vers le sud du Lac-Édouard et prend de l'altitude et disparaît dans le fond du ciel de la nuit étoilée. Mais je peux vous dire que suite à l'enquête que nous avons conduite, nous, du réseau OVNI Alerte, sur les lieux, même des années plus tard, Roger et Denis n'ont rien oublié de cette aventure extraordinaire avec l'inconnu. L'inconnu,
C'est quoi, dans le fond, l'inconnu? Est-ce que c'est l'absence de preuve? Faudrait pas oublier que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Après ça, j'avais le goût d'aller me coucher, observer les étoiles, regarder la nuit s'installer tranquillement. Des fois, je me retiens de pas fermer le spot sur le bicycle quand je roule la nuit. Je prends le temps de descendre, je prends le temps de faire un petit bout à pied, m'enfoncer bien creux dans le noir. On dirait que c'est ce que je veux, ce que je m'invente. C'est rien de bien compliqué dans le mystère noir de la forêt. Ils ont l'air tellement proches, les étoiles, quand t'es nulle part, quand y a pas de lumière pour leur dire de briller moins fort. Je me casse le cou à leur trouver des noms. La nuit, c'est un théâtre. Et c'est moi qui écris et mets en scène. Mais on dirait que je comprends. On dirait que je comprends le code morse qui m'envoie par les yeux. Les histoires qui me traversent à la vitesse de la lumière. Dans le mystère de la nuit. Mes bruits aussi sont amplifiés. Changent de forme. Un canard se pose sur un lac. Une branche tombe dans la forêt. Chaque chose est une berceuse, un épique, une histoire à dormir debout. Dans le dernier bruit, pour retourner m'asseoir sur mon bicycle, puis faire un bout jusqu'à la maison. Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Je te l'avais dit, hein? Ça n'a juste pas de sens, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est juste la pointe de l'iceberg, ça. Tu rembarques ta moto, puis que tu t'enfonces encore plus loin.